Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi d'entamer ce début de semaine avec vous. Nous sommes le lundi 24 juin, soyez les bienvenus sur Monaco Info et voici les titres qui seront développés. Ils ont tout donné lors du tournoi de la dernière chance en rugby à 7 ce week-end au Stade Louis II. Les équipes d'Afrique du Sud chez les hommes et de la Chine chez les femmes se sont qualifiées pour les JO. Un des témoins de cette compétition sera avec nous ce soir, l'international français Antoine Zegdar. Les nouveaux lieutenants et agents de police stagiaires de la promotion 2024, Alex Lejuste, se sont vus remettre ce matin leurs épaulettes et leurs cartes professionnelles. Des élèves du territoire de Belfort, dans l'est de la France, étaient en principauté pour rencontrer les élèves de l'école Saint-Charles dans le cadre d'un jumelage scolaire. Nous célébrons la semaine mondiale de l'allergie et nous allons nous intéresser plus précisément aux allergies alimentaires avec une allergologue. Vous verrez qu'il ne faut pas confondre intolérance et allergie alimentaire. Et pour finir, retour sur le gala de l'Académie de danse Princesse Grace à l'Opéra Garnier avec la représentation d'élèves, comme vous pourrez le constater, plus que doués. Vous l'avez peut-être suivi sur Monaco Info, les phases finales du dernier tournoi de qualification de rugby pour les JO de Paris se sont déroulées ce dimanche au Stade Louis II. En parallèle de notre direct, Justin Hadel était sur place. Voici le résumé des phases finales. Les affiches des demi-finales promettaient du spectacle. Et du spectacle, il y en a eu. Chez les femmes, la première demi-finale opposait la Chine à la Pologne. Initialement annoncée comme un gros choc, la Pologne passe complètement à côté. Trop sanctionnée en première mi-temps, le match leur file entre les doigts. La Chine, elle, part en finale sur le score de 40-7. La deuxième opposition, elle, est bien plus serrée. La République tchèque se retrouve face au Kenya. Le match est tendu. Le Kenya marque très rapidement. Les Tchèques se rassurent en marquant à la mi-temps, puis plus rien, jusqu'à la fin du match où les Tchèques marquent. Elles doivent transformer l'essai pour aller chercher les prolongations, mais c'est loupé. Score final, 12-10 pour le Kenya. La finale opposait donc la Chine, grande favorite du tournoi, au Kenya, outsider. Cette fois-ci, les Chinoises marquent très vite. En première mi-temps, les Kenyanes semblent tenir le coup. Mais la seconde partie de jeu est de trop. La Chine prend largement l'avantage et s'impose logiquement sur le score de 24-7. Un ticket pour les Jeux Olympiques de Paris, largement mérité. I feel proud of ourselves and exciting for the Olympics. I hope we can inspire all girls, all Asian girls, tell them, send them a message that we can do it. Yeah, we can play rugby, we can play better. Chez les hommes, pas vraiment de surprise. On retrouve en demi-finale 4 équipes qui ont l'habitude de s'affronter. D'un côté, l'Afrique du Sud qui se retrouve face au Canada. De l'autre, la Grande-Bretagne doit jouer sa qualification en finale face à l'Espagne. Les Sud-Africains ne laissent pas de répit au Canada, qui avait d'ailleurs été bousculé pendant le tournoi. Des contre-attaques, de la vitesse, le Canada est surpassé. Même en infériorité numérique, l'Afrique du Sud garde la main sur le ballon et enfonce toujours plus le Canada qui finit par faire une bulle. Fin du match, 28-0. La deuxième demi-finale, elle, est bien plus serrée. La Grande-Bretagne et l'Espagne se rendent coup pour coup, même si les Espagnols prennent un sérieux coup sur la tête dès le début du match, avec 2 essais consécutifs encaissés en 1 minute. Les Britanniques dominent, l'Espagne ne lâche rien et va même inscrire un essai pour l'honneur après la corne. Score final, 17-12. La Grande-Bretagne rejoint les Sud-Africains en finale. Cette dernière est très disputée, 3 essais seulement. Le premier, inscrit après 3 minutes de jeu côté sud-africain. Le deuxième, inscrit juste avant la mi-temps par les Britanniques. Et le dernier, juste derrière, signé l'Afrique du Sud. En seconde période, le score n'évolue pas. Malgré tout, le match reste très engagé, le temps défile. Toujours 14-5. Finalement, les Springboks décrocheront, tout comme les Chinoises, leur place pour Paris 2024. Happy, pretty special moment for us. We've been working for this the whole season long. It was a roller coaster season for us, but yeah, we're going to Paris. 2 équipes provenant de 2 continents différents, l'Afrique et l'Asie, qui désormais reviendront sur un 3e continent, l'Europe, pour disputer les Jeux Olympiques dans quelques semaines. Des finales que vous avez pu suivre en direct sur Monaco Info, commentées par Frédéric Elion, avec comme spécialiste à ses côtés un joueur international de rugby à 7 que l'on connaît bien ici, Antoine Zegdar. Il participera avec l'équipe de France au JO et il est avec nous. Antoine, bonsoir. Bonsoir. Les poules des JO sont sorties. Alors c'est vrai qu'elles sont chargées pour toutes les équipes. Même si la France conserve une poule un peu plus légère, il va falloir quand même se méfier, j'imagine. Bien sûr, on a une poule qui est très, très relevée. Après, même les équipes qui sont censées être de niveau un peu plus faible, quand ils arrivent aux Jeux Olympiques, c'est pour
c'est pour tout casser. Donc quand on se souvient à Rio en 2016, la France perd contre le Japon. Donc voilà, il faut se préparer au maximum et être prêt. Ce sont des équipes avec des profils différents, de la force physique, mais aussi de la vitesse. La France va devoir s'adapter à ces différents styles de jeu. Ouais, bien sûr, les Fidji, on a l'habitude de jouer contre eux. On a fait notre stage de préparation d'année là-bas, donc on commence à vraiment bien les connaître. Donc on sait le jeu qu'ils proposent. Ensuite, les États-Unis, c'est une équipe qui est assez complète avec des individualités et qui sont très rapides. Eux aussi, on les a beaucoup joués tout au long de l'année, donc voilà, ça va être encore un gros match. Et l'Uruguay qui n'a pas été cette année en World Series, mais qu'on a l'habitude quand même de jouer parce qu'ils étaient sur le circuit l'année dernière, et qui est une équipe très rugueuse et qui va être dure à jouer. Depuis quelques mois, le groupe vit bien. On le voit récemment avec de très bons résultats sur les tournois. Comment décririez-vous l'ambiance dans l'équipe quelques semaines avant les Jeux ? Franchement, ça se passe super bien entre nous. On est vraiment un groupe très soudé. Qui se voit même en dehors des stages et du terrain. Donc on est vraiment un groupe très soudé. Le fait d'avoir été champion du monde tous ensemble, ça nous a encore plus donné de la hargne pour aller chercher quelque chose au jeu. Après, ce qui me plaît aussi en plus dans cette équipe, c'est que malgré le fait qu'on soit champion, on ne se repose pas sur nos lauriers, et là la préparation des Jeux a commencé et c'est très intense et tout le monde s'en va à fond, quoi. Alors effectivement, vous parlez de la préparation en stage. Quelles vont être les prochaines étapes pour l'équipe de France pour les prochaines semaines ? Alors là, on a débuté la préparation il y a de cela 2 semaines. Donc à partir de maintenant, voilà, on rentre dans la phase de préparation avec des entraînements super intenses qui nous permettront d'être prêts sur le terrain au moment voulu, avec aussi certaines oppositions contre d'autres équipes. Le groupe a accueilli récemment Antoine Dupont, spécialement pour les Jeux Olympiques. C'est un atout majeur, je suppose. Qu'est-ce qu'il vous apporte concrètement ? Oui, bien sûr, ça fait quelques temps maintenant qu'il est rentré dans l'équipe et qu'il fait partie intégrante du groupe. Voilà, on a eu de la chance de l'avoir pour la tournée en Amérique où on fait de très bons résultats, dont une médaille d'or. Et là, à Madrid, qui était les phases finales du World Series, il nous a aussi beaucoup apporté. Et c'est un joueur, voilà, on le sait, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Donc c'est super de pouvoir jouer à ses côtés. Ça évolue le niveau de chacun. Et voilà, on est super content de l'avoir. Les Jeux Olympiques, c'est toujours quelque chose de spécial. Mais jouer les JO en France, en étant l'équipe de France, c'est quand même assez particulier, assez inédit. Ouais, je pense que mine de rien, ça rajoute un peu de pression. Mais bon, nous, on a quand même l'habitude d'avoir ce genre de pression. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Après, j'espère que ça nous galvanisera le fait qu'il y ait des supporters français et que le peuple français soit derrière nous. Donc voilà, on a hâte d'y être en tout cas. Merci Antoine, et puis on vous suivra de près évidemment pendant ces Jeux. Avec grand plaisir, merci à vous, au revoir. Sport toujours en football, la 5e édition du tournoi Ifeanyi Yeti s'est déroulée ce week-end au stade Prince Héréditaire Jacques de Beausoleil. 8 clubs ont participé à ce tournoi U12 Elite. Cette année, ce sont nos voisins qui l'ont emporté, le GC Nice, suivi de Bordeaux et de Nantes. L'AS Monaco a terminé ce tournoi à la 6e place. Et du côté de l'équipe première, c'est déjà la reprise pour la SMFC avant le début du championnat de Ligue 1 qui débutera le 16 août. Une quinzaine de joueurs ont retrouvé les installations du club pour une première journée consacrée aux tests physiques. La Fédération monégasque d'athlétisme vient de participer au championnat des petits États d'Europe d'athlétisme à Gibraltar, où elle a obtenu 2 médailles d'argent, Quentin Succo aux 5000 mètres et Alex Rémy aux 110 mètres haies. Monaco organisera cette compétition en 2026, une sorte de répétition générale avant les Jeux des petits États d'Europe qui se dérouleront là aussi en principauté. Les nouveaux lieutenants et agents de police stagiaires de la promotion 2024 Alex Lejuste se sont vus remettre ce matin leurs épaulettes et leurs cartes professionnelles à l'auditorium Régnier 3. Au total, ce sont 28 agents de police et 9 lieutenants de police qui rejoindront le terrain début juillet. Reportage d'Émilie Flamin et Alex Avial. Après 10 mois de formation intensive, c'est enfin le grand jour pour ces 37 nouveaux policiers. Parmi eux, Clarisse, qui en plus de recevoir sa carte professionnelle et ses épaulettes, est élue majeure de sa promotion. Ce fut une année vraiment très enrichissante en tout point, autant sur le plan pratique, très théorique aussi. C'est très intense et on est content d'avoir réussi, d'avoir pu être aussi bien formé en tout point. Dispositif juridique, code de la route, tir, technique de défense, une formation qui était très chargée, mais maintenant, la théorie c'est fini. Place à la pratique à travers les divisions.
C'est le grand bain, ils vont rentrer sur la voie publique ou en division de police judiciaire et également un lieutenant qui est affecté en division de police urbaine, mais ils sont encadrés évidemment pendant ces 14 mois puisqu'ils ne sont pas encore titulaires, mais c'est le grand saut. Plus qu'une simple remise d'insigne, durant la cérémonie, les agents de police stagiaires ont pu faire le choix de leur futur poste. J'ai décidé de partir à la section de nuit, donc on est affecté le 11 juillet, donc on va prendre nos marques. Donc il va falloir faire notre petite place à la section de nuit, montrer de quoi on est capable. On a montré de quoi on était capable à l'école. Maintenant, il faut montrer de quoi on est capable sur le terrain. Après leurs 14 mois d'agents stagiaires, ils seront titularisés et entameront leur vie de policiers monégasques. Et on pourra les croiser pour notre sécurité dans les rues de la Principauté. La semaine dernière, des élèves de la ville de Belfort étaient en Principauté pour rencontrer les élèves de l'école Saint-Charles. Un rendez-vous dans le cadre du jumelage scolaire entre cette ville de l'Est de la France et Monaco. Des animations au centre de loisirs Prince Albert II ont permis aux enfants de se découvrir. Reportage signé Alban Gingembre et Alexandra Marangoni. Après une correspondance à distance pendant plusieurs mois, ils se rencontrent enfin. Monaco et Belfort sont liés par un jumelage scolaire. C'est en Principauté que les élèves des deux territoires se sont donné rendez-vous. Ça fait bizarre parce que on voit pas comment ils sont derrière une lettre. C'est bien de rencontrer des nouvelles personnes, des personnes qu'on connaît pas. On se fait plus d'amis. On est allé au Palais Princier. Après, on est allé au musée océanographique. Ensuite, ils sont venus dans notre école. Ils ont mangé avec nous. Oui. On a parlé, on a discuté. On espère qu'avec la classe, on va encore faire des liens, tout ça. Pour peut-être apprendre plus de choses, parce qu'une semaine, je trouve, c'est passé assez vite et on n'a pas pu apprendre beaucoup de choses. Ce jumelage trouve son origine dans l'alliance de Louise d'Aumont, duchesse de Belfort, à Honoré IV, prince de Monaco. Les activités proposées aux élèves sont donc axées autour des traditions et du patrimoine culturel de chaque territoire. On est dans une époque où les crises multiples frappent ce monde et je crois que des projets de ce type montrent que l'école a son rôle à jouer au niveau de ce monde, peut proposer des alternatives. C'est dans ce genre de projet où on peut apprendre à se connaître, à s'ouvrir à l'autre, qu'on aura des solutions à proposer pour l'avenir. Rencontrer des enfants qui viennent d'ailleurs, ça va leur ouvrir l'esprit forcément. Et j'ai certains élèves qui vont continuer à correspondre de manière épistolaire. Donc c'est tout gagné. Il y a des différences, c'est qu'on n'est pas pareil. On n'a pas les mêmes habitudes de faire. C'est bien de rencontrer d'autres cultures et on n'est pas pareil. Un projet de correspondance qui devrait perdurer avec peut-être une visite cette fois-ci des élèves de Monaco à Belfort. Cette école étant dans une ville située entre Mulhouse et Colmar. Aujourd'hui, plus d'1 milliard de personnes dans le monde sont touchées par les allergies. Ce nombre est en constante augmentation depuis plus de 6 décennies, avec un taux d'incidence plus élevé chez les enfants. On estime que d'ici 2050, 1 personne sur 2 dans le monde souffrira d'allergie. Eh bien, nous célébrons depuis ce lundi la Semaine mondiale de l'allergie. Et nous allons nous consacrer aujourd'hui aux allergies alimentaires avec une spécialiste, une allergologue. Audrey Gobal, bonsoir. Bonsoir. Allergie au gluten, allergie au lactose et j'en passe. On en parlait beaucoup moins, voire pas du tout il y a quelques années. Là, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus fréquent. Est-ce que c'est une légende urbaine où les allergies alimentaires sont de plus en plus nombreuses ? Alors, tout d'abord, j'aimerais apporter la nuance et la distinction, et il est hyper important en fait de le faire entre l'identité, l'entité, j'ai envie de dire, intolérance alimentaire, oui. Intolérance au lactose. Et réelle maladie associée au gluten comme la maladie cœliaque, qui est une maladie auto-immune en fait ciblée en fait vraiment sur la reconnaissance du gluten. Et donc à l'origine de diarrhée chronique, carence, anémie, enfin voilà. L'intolérance au lactose qui n'a rien à voir avec maladie auto-immune comme la maladie cœliaque, qui est en fait un souci de digestion du lactose, le sucre du lait et les vraies allergies. Donc l'allergie alimentaire, c'est quelque chose qui est grave, sévère, qui est assez rapide. Ça peut apparaître à tout moment de sa vie, de manière plus fréquente chez l'enfant, effectivement, lors du passage en lait maternel, lait artificiel, voilà. Là, je veux bien. Et ça peut apparaître au fil des années, au fil des naturellement. Ces allergies, en fait, généralement se manifestent par une urticaire, des gènes respiratoires, manifestations digestives, c'est-à-dire l'atteinte de plusieurs organes
et de façon assez rapide. Et en médecine rapide, pour l'allergie rapide, ça peut aller de 5 minutes à 2 heures, dans de très très rares cas, 4 à 6 heures après. Mais c'est assez rare comme manifestation et c'est très tardif. Donc c'est un phénomène rapide, c'est en mangeant quelque chose, on sait rapidement que ça va pas et que ça commence à gratter dans la gorge. Et ça peut être très dangereux, il peut y avoir des conséquences très graves. Oui, ça peut être carrément létal. Voilà. On peut avoir une baisse de la pression effectivement artérielle, voire cérébrale, et donc être à l'origine du fameux choc qu'on entend parler souvent, le choc, voilà. C'est parce qu'il y a une baisse de tension artérielle. Et parfois, dans certains cas, amener à l'arrêt cardiaque si les choses ne sont pas prises en charge rapidement. Alors, j'avais englobé les intolérances et les allergies, et je vous ai dit que c'était qu'il y avait de plus en plus de cas. Est-ce que c'est vrai pour les intolérances? Est-ce qu'il y a aussi plus de cas pour les allergies? Est-ce qu'il y a plus de cas pour les deux? Alors là, je vais répondre pour la question du côté des allergies. Oui, on tend à voir effectivement que l'incidence augmente et elle est de plus en plus fréquente. Et les cas sévères aussi ont tendance à augmenter. Donc effectivement, et on prévoit de façon globale une augmentation du nombre d'allergiques. Pour 2050, on pense qu'il y aurait probablement 50% de gens allergiques et là, c'est tout confondu. En fait, c'est des troubles de la digestion, très corrélés à un état du microbiote qui est perturbé. Donc, comme le microbiote permet la digestion, forcément, il y aura des aliments selon la cuisson, selon la formation, selon la présentation. Est-ce que c'est ultra cuit, ultra industrialisé, etc., qui seront plus ou moins mal digérés. Et dans, bien sûr, ce groupe de personnes, on a des gens avec des maladies Crohn, des vraies maladies auto-inflammatoires qu'il faut explorer, ou alors une endométriose ou quelque chose, un fibrome digestif qui tout simplement compresse le système digestif et qui entraîne des ballonnements. En gros, il faut vraiment aller explorer ces troubles digestifs. Donc, c'est pas l'allergologue, là. C'est vraiment un bilan gastro-entérologique. En termes d'allergie alimentaire, le fait qu'il y ait de plus en plus de cas, d'où ça vient? C'est la pollution? Ce sont les additifs alimentaires? D'où ça vient? Globalement, il faut savoir qu'on mange plus comme avant, on n'a plus le même mode de vie qu'avant. Donc, ça fait plusieurs années qu'on a introduit ce qu'on appelle l'industrialisation alimentaire avec l'industrie agroalimentaire. Donc, on mange énormément de choses ultra transformées. D'où les additifs dont je parlais, oui. Voilà, il y a aussi beaucoup il y a eu un impact énorme du tabac, qui est un grand facteur de risque d'allergie, qui pendant des années a été quand même très peu documenté il y a longtemps, puis le temps de mettre la loi en place, donc voilà. Anti-tabac, pas de tabac en extérieur, pas de tabac dans les terrasses. Il y a eu beaucoup d'impact. Ensuite, on a aussi effectivement, ce qu'on appelle l'épigénétisme, c'est-à-dire la modification des gènes selon l'environnement. Donc, imaginez-vous déjà l'environnement respiratoire, alimentaire et tout le reste. Donc, effectivement, les particules fines participent aussi, on pense, à, on va dire, l'apparition de toutes les maladies dites immunitaires, les maladies du système immunitaire dont les allergies en font partie. Quelles sont les prises en charge, quels sont les traitements face à ces allergies alimentaires? Oui, c'est une très bonne question. Alors, l'allergie alimentaire, elle est sévère, elle est très grave. Ce qui est pratique, c'est qu'il y a vraiment, comme on dit entre guillemets, l'antidote, c'est l'adrénaline. L'adrénaline existe sous forme auto-injectable depuis des années et des années, et ça fonctionne. Puis, on appelle le 15. Et donc, en éduquant nos patients arrivent très, très bien à gérer leur action. Des fois, ils le gèrent même mieux que les pompiers qui hésitent souvent à faire l'adrénaline ou il y a un petit souci, il n'y a pas la certification, ils n'ont pas l'autorisation de le faire. Donc, voilà, c'est un peu compliqué. Et ça, c'est quelque chose qu'on est en train de prendre en charge. Voilà ce que l'on pouvait dire des allergies alimentaires durant cette semaine mondiale de l'allergie. Et puis, ça me fait un peu mal de le dire, mais puisque vous faites l'entretien dans la voiture, je vois que du côté de Paris, il fait quand même bien meilleur que nous en ce moment. Merci d'avoir répondu à mes questions. Cette semaine. Merci beaucoup. En bref, un concert a été organisé dimanche à Paris, à la Sorbonne, pour commémorer le 130e anniversaire du discours fondateur des Jeux Olympiques modernes en présence de la princesse Charlène et du président du CIO, Thomas Bach. Lors de ce concert, des textes de Pierre de Coubertin ont été lus. Et en plus de la musique classique, une démo de breakdance a été proposée. Pour rappel, c'est une nouvelle discipline olympique. Et du côté du Palais Princier, le souverain et ses 2 enfants étaient au balcon pour assister au traditionnel Batafuego, à la nuit tombée, pour célébrer à la fête du feu et de la lumière pour la Saint-Jean. Des festivités qui se poursuivent ce mardi du côté de la place des Moulins. Nous y reviendrons. L'Académie de danse Princesse Grace a organisé son gala de fin d'année ce vendredi et dimanche à l'Opéra Garnier. Un gala qui a permis au public nombreux de venir et d'apprécier le talent des élèves, des plus jeunes jusqu'aux diplômés, pour qui c'était la dernière apparition sur scène avec l'Académie. Reportage de José Sacré, Thomas Deus et Clélia Renaud.
Sérénade sur une musique de Tchaïkovski, un grand classique de Georges Balanchine, un ballet créé il y a 90 ans pour l'American Ballet Theatre, a ouvert le grand gala de fin d'année de l'Académie de danse Princesse Grace. C'était à l'Opéra de Monte-Carlo, vendredi 21 mai. C'est le 49e gala, j'ose dire, parce que l'Académie fête cette année les 49 ans, l'année prochaine 50 ans, bon anniversaire. Et oui, une façon pour remercier le public, en fait, de cette confiance qu'il nous fait chaque année, cette aide qu'il nous donne. Et on met en scène un petit spectacle pour montrer un peu toutes les facettes de cette Académie. Le deuxième spectacle, c'est Fly, une création qu'on a fait avec la collaboration de l'école Bozio au mois de mars, dans les imprévus. Et ça, c'est leur finalité. Aussi, les élèves Bozio, les 4 élèves Bozio qui ont participé à cette création, peuvent enfin mettre en scène dans un vrai théâtre ce spectacle. Et la troisième partie, c'est 2 petites créations. Un professeur à nous, Roland Fogel, qui a mis en scène les petits élèves de l'école dans une petite pièce de 5 minutes. La deuxième, c'est notre cher Michel Rann, qui a travaillé 11 ans dans la maison pour former les élèves et qui chaque année nous réjouit avec ses petits ballets. Et après, une petite surprise, à la fin des applaudissements, j'espère que le public ne partira pas, il y aura un petit film de 3 petites minutes sur les diplômés, les élèves diplômés, avec une pièce créée pour eux de la chorégraphe mexicaine Julieta Martinez. Ces jeunes diplômés, Lucas Massala, vous les avez choisis, vous avez vu naître leur talent en quelque sorte à l'Académie de danse Princesse Grace, preuve que vous avez fait le bon choix. Comme disait, vu qu'on est dans un moment de football, Didier Deschamps, il n'y a pas de mauvaises décisions, c'est les élèves qui font que ta décision était bonne ou pas. Et je dois dire, je suis très content du résultat, ça fait un petit pincement au cœur, car naturellement, on les a vus grandir, mais c'est un peu la finalité de l'école de les voir s'envoler tout seuls. S'envoler pour peut-être mieux revenir un jour. Le point sur vos prévisions météo avant de se quitter. Justin, qu'allez-vous nous annoncer pour mardi? Encore de la pluie et des nuages? Bonsoir Fabien, navré, mais oui, je vous annonce encore de la pluie et des nuages. Le temps sera finalement similaire à ce lundi. Des précipitations sont attendues dans la matinée avec des risques d'orage en milieu d'après-midi. Cela ne va pourtant pas impacter les températures qui oscilleront de 20 à 22 degrés. La mer, elle, sera à 21. Demain, le soleil se lèvera à 5h48 et vous pourrez apercevoir le coucher de soleil à 21h17. Éléonore, demain, c'est votre jour. Merci Justin. Je vous préviens, vous ne revenez demain que si vous nous annoncez du beau temps. Une petite annonce avec 2 nouveaux podcasts à découvrir sur vos plateformes d'écoute. Celle de Lisa Pou, la nageuse en eau libre, sélectionnée pour représenter Monaco lors des prochains JO. Et le deuxième podcast, celui de Monseigneur David, sélectionné pour représenter l'archevêché de la Principauté. Et en plus, vous allez voir Monseigneur David sur les photos de fin de journal consacrées au feu de la Saint-Jean, prises par Manuel Vitali. On se retrouve demain à 19h. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir.